Bonsoir, cher auditeur, et bienvenue dans notre petit havre de paix historique. Alors que le monde moderne continue sa course effrénée autour de nous, je vous invite à vous installer confortablement, peut-être sous une couverture douillette, pour entreprendre ensemble un voyage fascinant vers les temps anciens. Ce soir, nous allons nous évader vers le Moyen Âge, une époque à la fois mystérieuse et étrangement familière. Cette histoire est conçue pour vous offrir un moment de détente, pour apaiser votre esprit après une longue journée. Laissez les détails historiques vous bercer doucement, tandis que nous explorons ensemble les pratiques judiciaires d'un temps révolu, racontées dans un murmure apaisant qui, je l'espère, vous guidera vers un sommeil paisible. J'aimerais tant savoir d'où vous nous écoutez ce soir et à quelle heure de la journée. Êtes-vous blotti dans votre lit à Paris alors que minuit approche? Ou peut-être installé dans un fauteuil à Montréal pendant que le soleil se couche? N'hésitez pas à partager votre coin du monde dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de voir notre communauté d'amoureux d'histoire se rassembler, peu importe l'heure ou le lieu. Si ces voyages dans le temps vous apportent calme et curiosité, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques. Chaque semaine, nous partons ensemble à la découverte de nouveaux récits du passé, racontés pour apaiser l'âme moderne. Maintenant, fermons doucement les yeux et laissons les bruits du XXIe siècle s'estomper. Respirons profondément et glissons ensemble vers les ruelles pavées et les places publiques d'un Paris médiéval, où la justice n'était pas seulement rendue, mais véritablement mise en scène. L'aube se levait à peine sur Paris en ce matin d'automne de l'an 1342. Les premiers rayons du soleil caressaient les toits de chaume et les façades à colombages, tandis que la ville s'éveillait dans un concert de voix, de sabots sur les pavés et de portes qui grinçaient. Sur la place du marché, les étals commençaient à s'installer. Les marchands déballaient leurs produits dans un balai bien rodé, et l'odeur du pain frais se mêlait aux effluves moins agréables qui caractérisaient la cité médiévale. « Venez voir, venez tous! La boulangère malhonnête va recevoir son châtiment », criait un héros qui parcourait les rues étroites, frappant son tambour à intervalles réguliers pour attirer l'attention des habitants encore ensommeillés. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Marguerite Fournier, boulangère respectée de la rue des Boulangers depuis plus de 15 ans, avait été prise en flagrant délit par le prévôt de Paris. Son crime? Avoir trompé ses clients sur le poids du pain, une offense considérée comme particulièrement grave dans une société où le pain constituait l'aliment de base et où la moindre disette pouvait mener à la famine. Elle a volé les pauvres gens, murmurait une vieille femme en se signant. J'ai toujours trouvé ces miches bien légères pour le prix, renchérissait un artisan en hochant la tête d'un air entendu. La foule commençait à se rassembler sur la place principale, là où se dressait déjà l'instrument du châtiment. Une cage en fer forgé, suspendue à une potence de bois, se balançait légèrement dans la brise matinale. Ce n'était pas un échafaud pour une exécution, mais plutôt ce que l'on appelait communément la cage de la honte. Un dispositif conçu non pas pour tuer, mais pour humilier publiquement. Les enfants pointaient du doigt cette structure inhabituelle, tandis que leurs parents leur expliquaient à voix basse le sort qui attendait la boulangère. L'excitation était palpable, car la justice médiévale était avant tout un spectacle, une représentation destinée à divertir autant qu'à édifier. Peu avant midi, alors que la place était noire de monde, un cortège émergea de l'hôtel de ville. En tête marchaient 2 gardes en livrée aux couleurs de la ville, suivis du prévôt lui-même, reconnaissable à sa robe noire et à son bâton d'office. Derrière lui, encadré par 2 autres gardes, avançait Marguerite. La boulangère, d'ordinaire fière et volubile, gardait la tête baissée, son visage habituellement jovial, désormais marqué par la honte. Autour de son cou pendait une lourde chaîne à laquelle étaient accrochés plusieurs pains de taille visiblement réduites. Les preuves de son méfait,
exposée à la vue de tous. « Voici Marguerite Fournier », proclama le prévôt d'une voix forte qui fit taire les murmures de la foule. Pour avoir trompé ses clients et manqué à son serment de corporation, elle passera 3 jours dans la cage de la honte, exposée au regard de ceux qu'elle a floués. La sentence n'était pas des plus sévères. Certains voleurs perdaient une main, d'autres étaient pendus. Mais pour une commerçante dont la réputation était le bien le plus précieux, cette humiliation publique était peut-être pire qu'une mutilation physique. 2 gardes aidèrent Marguerite à monter les quelques marches menant à la cage, puis refermèrent la porte derrière elle avec un claquement métallique qui résonna sur la place. Un mécanisme fut actionné, et lentement la cage s'éleva à 3 mètres du sol, exposant la boulangère au regard de tous. Des huées s'élevèrent de la foule, mêlées à quelques rires moqueurs. Certains anciens clients particulièrement mécontents lancèrent même des épluchures de légumes en direction de la cage, mais la plupart se contentaient d'observer, satisfaits de voir la justice s'accomplir. Non loin de là, sur un côté de la place, se dressaient d'autres instruments de châtiment public qui attendaient leurs propres condamnés. Le pilori, cette structure en bois munie de trous pour immobiliser la tête et les mains du coupable, était réservé aux crimes jugés plus graves que celui de Marguerite. À côté, un carcan, simple collier de fer attaché à un poteau, servirait plus tard dans la journée à exposer un marchand de vin accusé d'avoir dilué sa marchandise. Et plus loin encore, près de la fontaine, on pouvait apercevoir une curieuse chaise en bois montée sur un pivot. La chaise à immersion, spécialement conçue pour les femmes jugées trop bavardes ou médisantes, qui seraient plongées à plusieurs reprises dans l'eau froide du bassin sous les acclamations de la foule. Un vieil homme s'approcha d'un groupe d'enfants fascinés par ces étranges appareils. « Vous voyez, mes petits, » dit-il en désignant la cage où Marguerite se tenait recroquevillée, « c'est ainsi que la justice se montre à tous. Le châtiment n'est pas seulement une punition, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. »« Est-ce qu'elle va mourir ?» demanda une petite fille aux tresses blondes, les yeux écarquillés. « Non, non, » répondit le vieillard avec un sourire indulgent. « Dans 3 jours, elle sera libérée. Mais sa honte, elle, durera bien plus longtemps. » Alors que le soleil atteignait son zénith, un nouveau cortège fit son apparition à l'autre bout de la place. Cette fois, il s'agissait d'une procession de condamnés divers, menée à travers les rues de Paris dans un rituel aussi ancien que la ville elle-même. En tête marchait un homme coiffé d'une mitre en papier sur laquelle était inscrit son crime, blasphème. Derrière lui venaient 2 femmes portant des pierres attachées autour du cou, punition typique pour les querelles de voisinage ayant dégénéré en violence. Suivait un jeune homme à moitié nu, le dos lacéré par le fouet qu'il avait reçu plus tôt pour un vol à l'étalage. Cette parade macabre traversait lentement les artères principales de la cité, s'arrêtant aux carrefours les plus fréquentés pour que le héros puisse annoncer à haute voix les crimes et les châtiments de chacun. La foule suivait cette procession comme on suit un spectacle itinérant, se déplaçant d'un point à l'autre de la ville, commentant les peines, jugeant parfois qu'elles étaient trop clémentes, parfois trop sévères. Pour beaucoup, c'était le divertissement de la semaine, une pause bienvenue dans la monotonie du labeur quotidien. Pour les autorités, c'était un moyen efficace de maintenir l'ordre, de rappeler à chacun que la justice veillait et que nul méfait ne restait impuni. Et pour les condamnés comme Marguerite, qui observait la procession depuis sa cage suspendue, c'était une leçon brutale sur les conséquences de la transgression des règles établies. Alors que le jour déclinait et que la foule commençait à se disperser, Marguerite restait seule face à sa première nuit d'exposition. Demain et le jour suivant, le spectacle recommencerait, avec de nouveaux badauds venus observer sa disgrâce. Dans 3 jours, elle serait libre, mais sa réputation, elle, ne s'en remettrait peut-être jamais. Dans le Paris médiéval, comme dans toutes les villes de cette époque, la justice n'était pas seulement l'application froide de la loi, c'était un théâtre vivant où chaque châtiment racontait une histoire,
où chaque peine était soigneusement mise en scène pour marquer les esprits et servir d'exemple. Au-delà des simples humiliations publiques, la justice médiévale développa un art subtil des châtiments symboliques, où la punition devenait le miroir du crime commis. Dans l'atelier sombre d'une ruelle étroite du quartier des Artisans, Guillaume Lefebvre, un orfèvre autrefois respecté, travaillait avec une précision méticuleuse. Ce n'étaient pas des bijoux qu'il façonnait cette nuit-là, mais des pièces de monnaie. Ses doigts habiles mélangeaient le cuivre et l'étain pour imiter l'éclat de l'argent royal, tandis que ses yeux fatigués vérifiaient chaque détail de l'effigie du roi. « Pour nourrir mes enfants », murmurait-il souvent comme une prière, une justification qu'il se répétait depuis que la maladie de sa femme avait englouti toutes ses économies. La nécessité l'avait poussé vers ce crime, mais la justice médiévale ne s'embarrassait guère des circonstances atténuantes. Lorsque les gardes du prévôt firent irruption dans son atelier, Guillaume sut immédiatement que son destin était scellé. Le faux monnayage n'était pas un simple délit. C'était un crime de lèse-majesté, une attaque directe contre l'autorité du roi dont le visage ornait chaque pièce. La main qui trahit le roi doit être punie, déclara le juge lors d'un procès expéditif qui ne dura pas plus d'1 heure. La sentence tomba comme un couperet. Sa main droite, celle qui avait créé ces fausses pièces, serait tranchée sur la place publique. Le jour de l'exécution, sous un ciel d'un gris de plomb, Guillaume fut conduit au centre de la place du marché. « Voyez le châtiment de celui qui ose contrefaire la monnaie du roi !» cria le héros tandis que le bourreau préparait son instrument. D'un coup sec, la hache s'abattit, et la main de l'artisan, celle qui avait autrefois créé des merveilles d'orfèvrerie, fut séparée de son corps. La main coupée fut ensuite clouée à la porte de l'hôtel des monnaies, avertissement sanglant pour quiconque serait tenté par le même crime. Guillaume survécut, mais devint un mendiant, son moignon bandé témoignant à jamais de son crime et de sa punition. Non loin de là, dans les quartiers plus aisés de la ville, un autre type de châtiment symbolique attendait ceux dont le péché était la vanité excessive. Dame Isabelle de Montfort, épouse d'un riche marchand drapier, était connue pour son orgueil démesuré et ses remarques cruelles sur l'apparence des autres. Accusée d'avoir semé la discorde dans la communauté par sa langue acérée et son comportement hautain, elle fut condamnée au supplice du miroir. Celle qui ne voit que la beauté extérieure doit contempler la laideur de son âme, proclama le juge ecclésiastique qui présidait son procès. Le jour de sa punition, Dame Isabelle fut contrainte de s'asseoir sur une estrade au milieu de la place du marché. Son visage, autrefois soigneusement fardé, fut barbouillé de suie et de graisse. Ses cheveux, qu'elle arrangeait habituellement en coiffures élaborées, furent grossièrement coupés et enduits de boue. Puis on plaça devant elle un miroir en métal poli, et elle fut forcée de contempler son reflet défiguré pendant des heures, tandis que la foule se moquait de celle qui les avait si souvent méprisées. « Regardez bien, Dame Isabelle, car voici le vrai visage de la vanité », lui murmura le prêtre qui supervisait sa punition. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues noircies, laissant des sillons clairs qui ne faisaient qu'accentuer sa disgrâce. Mais peut-être le plus étrange des châtiments symboliques de cette époque concernait-il non pas les humains, mais les animaux. Dans le village de Saint-Germain-en-Laye, à quelques lieues de Paris, un événement extraordinaire se préparait. Le procès d'un cochon accusé de meurtre. L'animal avait échappé à la surveillance de son propriétaire et, dans sa fuite, avait mortellement blessé un enfant de 3 ans qui jouait devant sa maison. « Justice doit être rendue, même contre une bête », avait déclaré le bailli local, ordonnant l'arrestation et l'emprisonnement du cochon meurtrier. Le procès qui s'ensuivit respecta toutes les formalités judiciaires de l'époque. Le cochon fut amené dans la salle d'audience, gardé par 2 hommes robustes. Un avocat fut même désigné pour assurer sa défense,
argumentant que l'animal n'avait pas la capacité de discernement nécessaire pour être tenu responsable de ses actes. Le procureur, quant à lui, insista sur la gravité du crime et la nécessité d'un châtiment exemplaire. Si nous laissons ce forfait impuni, quelle sera la prochaine victime innocente ? Demanda-t-il à l'assemblée silencieuse. Après délibération, les juges rendirent leur verdict. Le cochon fut déclaré coupable et condamné à être pendu par les pattes arrière jusqu'à ce que mort s'ensuive. La sentence fut exécutée le jour même, sur la place du village, devant une foule venue assister à ce spectacle insolite. Le propriétaire de l'animal fut également condamné à une lourde amende pour négligence et dut financer des messes pour l'âme de l'enfant décédé. Que ceci serve d'exemple à tous ceux qui ne surveillent pas correctement leurs bêtes, proclama le bailli tandis que le corps de l'animal se balançait au bout de sa corde. Ces châtiments, aussi étranges qu'ils puissent nous paraître aujourd'hui, s'inscrivaient dans une logique où la punition devait refléter et expier le crime commis. La main du faux monnayeur, le miroir du vaniteux, le procès de l'animal meurtrier. Chacun racontait une histoire de transgression et de justice, visible par tous et gravée dans la mémoire collective. Dans ce théâtre judiciaire, la peine n'était pas seulement une souffrance infligée au coupable, mais une leçon vivante pour la communauté tout entière. Mais au cœur de cette justice médiévale, parfois si prompte à la cruauté, existaient également des espaces de miséricorde. Par un matin brumeux de l'an 1368, Jeanne Moreau, une tisserande de Reims, courait à perdre haleine dans les ruelles étroites de la cité. Accusée à tort de vol par un marchand influent qui convoitait son échoppe, elle savait que sans preuve pour défendre son innocence, la justice des hommes lui serait impitoyable. Plus vite, se répétait-elle tandis que les cris de la garde résonnaient derrière elle. Son salut apparut enfin. La majestueuse cathédrale de Reims se dressait devant elle, ses tours perçant la brume matinale comme deux mains tendues vers le ciel. « Asile, je demande asile !» s'écria Jeanne en franchissant le portail sculpté, tombant à genoux sur les dalles froides. Le silence soudain de la cathédrale contrastait avec le tumulte de sa fuite. Un chanoine s'approcha d'elle, son visage austère adouci par un regard compatissant. « Tu es sous la protection de Dieu maintenant, mon enfant, » dit-il en l'aidant à se relever. Les gardes, arrivés à leur tour, s'arrêtèrent en net au seuil de l'édifice sacré. Ils savaient, comme tous, que franchir cette limite pour y arrêter quiconque constituait un sacrilège que même le bailli n'oserait ordonner. Le droit d'asile, cette protection offerte par les lieux saints, représentait l'une des rares chances d'échapper à une justice souvent expéditive. Pendant 40 jours, Jeanne vécut dans l'enceinte de la cathédrale, dormant dans une petite alcôve près du transept sud, se nourrissant des aumônes des fidèles et des restes de la table des chanoines. Ce temps précieux lui permit de rassembler des témoignages en sa faveur et de prouver que le marchand qui l'accusait avait lui-même orchestré un vol pour la faire condamner. La justice des hommes est imparfaite, mais celle de Dieu voit tout, lui répétait souvent le vieux chanoine qui l'avait prise sous son aile. Tandis que certains trouvaient refuge dans les églises, la nature même des châtiments commençait à évoluer dans les seigneuries du royaume. Au château de Blois, le comte Thibaut examinait avec intérêt les registres que lui présentait son intendant. « Oh, voyez, monseigneur, les amendes perçues ce trimestre dépassent de loin les revenus de vos moulins, » expliquait ce dernier en pointant du doigt les colonnes de chiffres soigneusement calligraphiées. « Voilà qui est fort intéressant, » murmura le comte en caressant sa barbe grisonnante. « Et vous dites que ces sommes proviennent principalement des délits mineurs ?» L'intendant acquiesça avec un sourire entendu. « Oui, monseigneur. Les infractions au règlement de pâturage, les disputes au marché, les manquements aux corvées. Chaque offense est désormais tarifée plutôt que punie corporellement.
vos coffres s'en portent fort bien. Cette transformation n'était pas le fruit d'un soudain élan de compassion, mais d'un calcul pragmatique. Un paysan mutilé ne pouvait plus travailler efficacement, tandis qu'un paysan condamné à une amende continuait à produire tout en enrichissant son seigneur. La justice doit nourrir celui qui l'exerce, conclut le comte en refermant le registre avec satisfaction. Dans les villes, cette évolution se manifestait également. Les corporations de métiers établissaient leur propre système d'amende pour réguler leurs membres. À Lyon, la puissante guilde des drapiers avait instauré un barème précis. 2 sous pour un tissu mal teint, 5 pour une mesure falsifiée, 10 pour avoir travaillé après le couvre-feu, récitait le maître de la guilde lors de l'assemblée annuelle. Et rappelez-vous que la moitié de ces sommes revient à notre confrérie, l'autre au prévôt de la ville. Cette justice négociée, où l'argent remplaçait peu à peu le sang, transformait progressivement le paysage judiciaire médiéval. Pourtant, les anciens châtiments ne disparurent pas entièrement de la mémoire collective. Ils s'inscrivirent profondément dans le langage, survivant dans des expressions que nous utilisons encore aujourd'hui sans en connaître toujours l'origine macabre. Dans une taverne de Rouen, à la fin du XVe siècle, un groupe de marchands partageait le vin et les histoires. « Je te jure que ce fournisseur m'a mis au pilori avec ses prix », s'exclama l'un d'eux, provoquant les rires de ses compagnons. « Et moi, j'ai dû payer une amende salée au percepteur », renchérit un autre en levant sa coupe. Passer un mauvais quart d'heure, être mis sur la sellette, payer le prix fort, autant d'expressions nées des pratiques judiciaires médiévales. Le mauvais quart d'heure évoquait le temps passé à la question. La sellette rappelait le petit tabouret inconfortable sur lequel s'asseyaient les accusés lors de leur interrogatoire. Même notre mise à l'index moderne trouve son origine dans la liste des livres interdits par l'Église, dont la lecture pouvait conduire au bûcher. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» observa un vieux marchand à la barbe blanche. « Nos petits-enfants utiliseront ces mêmes mots sans jamais avoir vu un pilori ou une sellette de leur vie. » Ainsi, tandis que les pratiques judiciaires évoluaient vers plus de clémence, ou du moins plus de pragmatisme économique, l'empreinte des anciens châtiments demeurait vivace dans le langage quotidien, comme un écho lointain d'une époque où la justice se donnait à voir dans toute sa terrible splendeur. Les supplices disparaissaient peu à peu des places publiques, mais leurs fantômes continuaient à hanter les conversations, témoins silencieux d'un temps où la punition était avant tout un spectacle destiné à édifier les foules.